Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Alain Paquin. Je suis entrepreneur. J'ai l'expérience de la PME par le fait même. Avec un nombre d'employés entre moi toute seule dans un sous-sol à 800 employés. Fait que c'est ma 9e entreprise. Fait que je l'ai vécu plusieurs fois. Fait que je sais c'est quoi d'être à votre place dans la PME. En même temps, j'ai servi comme client autant des PME que de la grande entreprise. Fait qu'on m'a demandé de venir parler de ce que c'est l'automatisation du marketing puis ce que ça peut apporter à la PME. Puis je vais essayer d'être candide parce que en réalité, si je vous parle plutôt des méthodologies, des approches, c'est des choses que vous pouvez relativement facilement trouver sur le web. C'est un peu le défi de donner une conférence aujourd'hui, c'est qu'on commence à la préparer puis on se dit 2 recherches dans Google puis vous avez trouvé le contenu, fait que c'est pas très intéressant. Fait que je vais essayer beaucoup plus de partager mon expérience, ma vision des choses que je pense que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à trouver sur le web. Puis ça pourrait être aussi très interactif parce que je connais pas exactement le niveau ou la taille des entreprises, au niveau des gens qui sont dans la salle. Fait que je vais peut-être commencer comme ça en posant quelques questions. Qui a une PME de moins de 10 employés? Il y en a quelques-unes, 3, 4. Plus de 100? Il y en a 2. Combien à peu près quelle taille? 160? Fait que les autres, j'imagine, ça se situe entre ces deux-là, c'est ça? Entre 160 puis 10. Écoutez, il y a des solutions d'automatisation du marketing pour les entreprises de moins de 10 employés. Il y a encore beaucoup de bénéfices pour ces entreprises-là. Puis quand on a 160 employés, ça peut être les mêmes solutions, mais il y a des solutions qui permettent d'aller beaucoup plus loin aussi. Qui est dans le business to consumer? Qui font affaire avec le client, le consommateur directement, 2. Les autres, c'est du business to business? Oui. Il y a beaucoup de différences aussi entre les deux au niveau de l'automatisation. C'est pas les mêmes points de contact avec les clients, donc c'est pas les mêmes défis. Heureusement ou malheureusement, pour ceux qui sont impliqués au niveau du business to consumer, il y a une complexité supplémentaire. Fait que, ça risque d'être juste un petit peu plus compliqué pour vous deux. Fait que, on pourrait en parler aussi. Au niveau du business to business, on regarde l'industrie de l'automatisation du marketing, les entreprises qui ont le plus développé de solutions pour répondre à la PME l'ont fait dans le business to business parce que les processus d'automatisation sont habituellement plus simples. Puis l'arrivée du cloud computing, des solutions de software as a service a donné cette opportunité-là à des entreprises très très petites de tirer profit de l'automatisation. Fait que je vais peut-être passer plus rapidement sur certaines choses. N'hésitez pas si vous avez des questions à le faire pendant, ça va me permettre d'orienter en même temps les contenus. Mais très rapidement, je vais quand même exprimer qu'est-ce que c'est l'automatisation du marketing. En réalité, vos clients se retrouvent dans toutes sortes d'états sur une base continue. Puis c'est pas un processus qui est séquentiel, c'est-à-dire que vous allez avoir des clients dans toutes sortes de contextes qui vont être insatisfaits, qui vont être des clients fidèles, qui soudainement vont être à risque parce qu'ils vont acheter moins. Certains qui vont être récurrents, qui vont s'inscrire à certaines promotions, à certaines activités ou pas, qui vont lire attentivement les communications que vous leur envoyez, d'autres non. Certains vont mieux répondre par téléphone, d'autres vont utiliser le web, d'autres vont lire vos messages que vous leur envoyez par courrier électronique. Donc, il y a toutes sortes de profils de gens qui sont dans différents états. Puis si c'était aussi simple, c'est que ces états-là changent sur une base continue. Maintenant, au niveau de vos activités marketing, vous utilisez un ensemble de canaux pour leur transmettre de l'information. Que ce soit les appeler, confirmer, envoyer un message de bienvenue, que ce soit pour envoyer des échantillons, des coupons, etc., etc. Dépendant d'où vous êtes rendu au niveau du cycle de vente ou du cycle de vie de votre client. Puis le client, lui, réagit. Ce que j'appelle des événements. Donc, peut-être qu'il réagit à vos communications ou peut-être pas. Peut-être qu'il magasine chez un concurrent, peut-être qu'il s'est fait référer ou pas à vous ou à un autre. Il réduit ses achats,
il vous téléphone, donc toutes les activités que lui fait qui touchent votre organisation. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il y a beaucoup de complexité à suivre l'état de ce client-là, puis à faire le lien efficacement entre la communication que vous lui envoyez et son état pour l'amener à réagir d'une façon que vous voulez qu'il réagisse. OK? Par exemple, un client que vous savez à risque parce que son volume d'achat a diminué, par exemple, depuis quelques mois ou que depuis un certain temps, il ouvre plus vos messages ou peu importe pour quelle raison, ben ça vaut peut-être la peine de réagir d'une façon différente. Bon, si vous êtes dans le business to business, là, je parle d'échantillons puis de promotion, c'est peut-être pas toujours mes exemples sont peut-être pas toujours conséquents, mais disons qu'un client à risque, vous êtes prêt à faire beaucoup plus, à dépenser beaucoup plus sur ce client-là, à communiquer d'une façon différente si, par exemple, il clique sur une de vos offres puis tout d'un coup, il s'intéresse à quelque chose. Fait que c'est un exemple où l'État vient avoir un effet sur votre stratégie. Puis essentiellement, dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, ces actions-là sont faites avec un paquet d'outils, ou même à travers des fournisseurs, différents fournisseurs. Puis de l'autre côté, les événements, donc les réactions de ces gens-là, ils sont disponibles dans vos systèmes. C'est des choses qui peuvent être pistées. Maintenant, ce qui arrive habituellement, c'est que vous allez avoir des actions qui sont faites à partir de certains systèmes ou fournisseurs, puis des événements qui vont arriver dans vos systèmes, puis qui ne sont pas les mêmes systèmes par lesquels la communication est partie. Ça crée une problématique importante d'un point de vue technologique, parce qu'il faut arriver à récupérer cette information-là d'une façon organisée dans un processus qui permet de suivre le client à chaque étape. Puis, si on veut, toute l'automatisation du marketing tourne autour de ce défi-là, que ce soit pour la petite PME ou pour la grande entreprise. Maintenant, les solutions, les défis sont différents, mais l'automatisation du marketing, c'est ça. OK? Puis je reviendrai sur comment est-ce qu'on peut résoudre ces problématiques-là, dépendant de la taille de l'entreprise, un peu plus tard. Vous avez une multiplication importante de l'ensemble des produits, des solutions, des médias, qui rend cet environnement-là extrêmement complexe. Puis soyez certains que la grande entreprise a un défi qui est aussi important que celui de la PME. Je dirais même qu'il y a une opportunité au niveau de la PME parce que les solutions intégrées existent et sont beaucoup plus faciles à implanter. En fait, j'ai quelques PME dans le portfolio de notre entreprise. Puis ce que je réalise, c'est que ça demande beaucoup plus de préparation, puis beaucoup plus de travail pour organiser une solution pour qu'elle puisse bien supporter les besoins d'une PME. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas nécessairement l'ensemble des ressources ou des expertises à l'interne, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau du conseil stratégique. Donc, les solutions que vous allez trouver sont beaucoup plus intégrées, puis supportent l'ensemble des meilleures pratiques de l'industrie au niveau de l'automatisation. Donc, c'est des très bonnes solutions qui ne peuvent pas répondre à la grande entreprise pour toutes sortes de raisons, mais c'est des très bonnes solutions qui ont un bénéfice immédiat. Quand on parle d'automatisation, qu'est-ce qu'on automatise exactement? Puis, quel est l'objectif? On automatise des processus. Puis l'objectif, c'est d'améliorer la pertinence de la communication, tout simplement. C'est-à-dire que vous envoyez des communications, vous voulez être certain que vous allez envoyer la bonne communication avec le bon message, le bon contenu au bon moment, en fonction de où votre client est rendu dans un processus. Ça, c'est simplement des exemples de processus que vous pouvez automatiser, que vous pouvez suivre. Si on parle du cycle de vente, c'est un processus très connu dans le business to business. L'objectif, c'est de regarder en fonction de quel état est notre client, comment est-ce qu'on va communiquer avec lui. Mais ça peut être la même réalité si c'est un programme de renouvellement parce qu'on a un membership ou quelque chose comme ça. Puis même au niveau tactique, si on veut faire un concours viral, suivre qui réfère qui à qui, puis réutiliser cette connaissance-là pour aller plus loin, bien, il y a de l'automatisation de processus ici aussi. Le cycle de vie d'un client, qui est différent du cycle de vente, soit dit en passant. Est-ce que notre client est fidèle? Est-ce qu'il est à risque? Est-ce que c'est un client régulier? Est-ce que c'est un nouveau client? Est-ce que c'est un prospect? Puis on peut le suivre à chaque étape de son développement après avoir commencé à faire des affaires avec lui,
pour toujours. Donc, on peut comprendre la complexité des processus puis l'évolution de ces processus-là avec le temps. Quand on parle de pointage, c'est une notion qui est intéressante, puis qui est disponible pour la PME aussi. C'est que votre client va faire un certain nombre de choses, puis il ne fera pas un certain nombre de choses, puis l'information qu'il nous donne par son comportement peut être pointée, scorée. J'ai eu de la misère à trouver certaines terminologies françaises, ça se peut qu'elles soient même pas bonnes. Je me suis permis de mettre une couple de mots en anglais, puis je savais même pas comment les traduire. Ce qu'on appelle du scoring en anglais. Ou quand un prospect arrive, ou même quand vous avez un client, vous pouvez mettre un poids sur des choses que ces gens-là font ou ne font pas pour savoir quelle est la valeur de ce client-là pour vous. Il peut très bien réagir et s'intéresser beaucoup à vos communications, mais acheter peu. Ou être quelqu'un qui participe beaucoup aux promotions, mais ça peut être intéressant. Mais ça peut être un indice aussi que tout ce que vous lui vendez est à rabais. Ça peut être un paquet de choses comme ça. Fait que en suivant ça, ça vous permet de mettre vos énergies au bon endroit, tout simplement. Puis, surtout si vous faites du e-commerce. Qui fait du e-commerce? Ça? OK. Fait que, si vous faites du e-commerce, vous avez ce genre de concept-là au niveau de la gestion du cart. Puis, les gens qui abandonnent le cart, on a souvent tendance à penser qu'il faut tous les ramener. Il y en a dans ça qui sont pas payants. Il faut faire la différence entre les deux. C'est de l'automatisation de processus et du scoring. Donc, pourquoi automatiser quand vous êtes une PME? Puis, j'ai pas pris une liste sur le web. J'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir pour me dire, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Premièrement, il y a un changement significatif dans les comportements d'achat. OK? Puis, les gens en parlent depuis un bon moment. Je pense que n'importe qui est sur le web, qui regarde un peu ce qui se passe, le réalise aujourd'hui. C'est-à-dire que, surtout si vous regardez les nouvelles générations, les gens ne magasinent pas de la même façon. Pourquoi? Parce que ils ont toute l'information qu'ils ont besoin pour prendre une bonne décision. À cause de ça, le message que vous transmettez avec les médias de masse a beaucoup moins d'impact que l'information que vous pouvez retrouver sur le web. Puis il y a un paquet d'exemples de ça. Un exemple qui date de quelques années, puis qui a fait réfléchir beaucoup les gens, qui est un petit peu le début de cette pensée-là, c'est quand Dell parlait de la qualité de son service à la clientèle, jusqu'à temps que sur le web, les gens se mettent à discuter des problèmes qu'il y avait avec le service à la clientèle de Dell. Puis ça a fait les médias, puis ça a causé beaucoup de problèmes du côté de Dell, parce que le consommateur s'est retrouvé avec beaucoup de pouvoir tout d'un coup. On n'était plus dans une situation où, à partir du média de masse, l'entreprise pouvait essayer de passer un message juste à coup de publicité. Il fallait vraiment qu'il rentre en contact avec le client puis qu'il résout une problématique réelle qui est liée à des consommateurs réels qui sont capables d'échanger de l'information maintenant avec les autres clients potentiels. Donc, ce changement de comportement-là fait en sorte que quelqu'un qui veut acheter va être capable de trouver le produit qu'il veut puis de valider si oui ou non les gens l'ont aimé, puis savoir est-ce que ce produit-là c'est vraiment un produit de qualité pour après aller voir à quel endroit ils peuvent se le procurer. Okay? Puis l'impact pour le marketing, il est extrêmement significatif. C'est une belle image, hein? Ça veut dire qu'il faut être dans les tranchées. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, hein, c'est lui. He's the guy. Là, je prends des mots en anglais, mais ceux-là, j'ai eu de la misère à les traduire. Inbound versus outbound. La différence est facile à comprendre. L'outbound, c'est vous qui allez vers votre cible en envoyant un message à votre cible. Le inbound, c'est que votre cible va venir vers vous. Okay? Puis, à cause de ce changement de comportement-là, on voit une montée importante du inbound versus du outbound. Puis, l'outbound fonctionne encore, puis il y a encore beaucoup de potentiel de nouveaux outbounds. Parce que le outbound représentait l'essentiel des activités marketing d'une entreprise il y a quelques années. Il est en train de fondre, comme la neige au soleil. Le inbound est en train de prendre énormément de place. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de vos processus? Puis je parle d'automatisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vos organisations au niveau marketing? Bien, ça veut dire qu'il faut que vous soyez là, au bon moment, où votre client va se retrouver quand il va être intéressé à votre offre de service. Puis si vous le faites pas, puis vous faites uniquement du outbound, vous allez vous retrouver devant votre client en business to business. Puis votre client va avoir beaucoup plus de questions pour vous. Puis il va avoir la dernière analyse qui compare les joueurs dans le marché. Puis vous n'êtes pas dans la liste. Puis il va avoir consulté des gens qui bloguent. Puis
puis il va avoir imprimé du contenu qu'il va vous montrer ou sur son mobile, puis il va être tellement équipé pour prendre une décision que vous allez avoir une tâche qui est beaucoup plus difficile. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour être au bon endroit, au bon moment, devant notre client qui s'intéresse à notre offre? C'est là où l'automatisation est nécessaire. Puis, il est nécessaire aujourd'hui, quoique on peut se débrouiller, OK? Mais la localisation géographique nous protège, puis va toujours nous protéger un peu, mais d'une certaine façon, de moins en moins, surtout avec le e-commerce. Donc, faut pas oublier que quand on arrive sur le web, on est comparé automatiquement à un paquet de joueurs dans le marché, chose qui n'était pas le cas quand on vendait localement, puis qu'on n'avait pas, le client n'avait pas cette information-là devant lui. Fait que vous avez peut-être commencé à le sentir, mais ça s'en va en accélérant, donc c'est important d'y réfléchir. Est-ce qu'il y en a qui le sentent? Oui? Bon, je vois des oui. L'impact est important. Puis je le vois l'impact moi aussi parce que je fais du outbound dans le sens où on rejoint des clients, on va leur parler, mais quand on leur parle, puis qu'on voit qu'ils commencent à s'intéresser à notre solution, la rencontre d'après, ils vont être extrêmement documentés. Puis si un client n'est pas content ou a dit quelque chose de bon ou de mauvais, il le sait. OK? Puis l'impact de ça, bon, je vais y revenir, j'ai un autre point après, mais je voulais juste vous faire peur un petit peu. Ça, c'est pas tous les médias, c'est juste les médias sociaux. Parce que mon écran n'était pas assez grand pour en mettre plus que ça. Mais c'est juste pour vous donner une image, puis vous dire qu'il y a une multiplication des médias et des outils. C'est-à-dire qu'il y a des outils dans les médias sociaux qui sont maintenant aujourd'hui divisés en un paquet de catégories, puis qui ont des rôles extrêmement précis dans l'univers des médias sociaux. Quand vous regardez ça, puis vous dites ça, c'est les médias sociaux, puis ça, c'est un média. Parce que vous avez aussi toutes les autres. Vous avez votre site web, vous allez avoir quelque chose de semblable. Vous avez tout ce qui est email marketing, vous allez avoir quelque chose de semblable. Donc, c'est un environnement qui est extrêmement complexe. Donc, sans automatisation, vous allez manquer des opportunités. C'est certain. Puis, c'est probablement la seule façon d'être au bon endroit au bon moment. Fait que, je les présenterai pas une par une, faites-vous-en pas. OK? Un élément qui devient aussi important, c'est la vitesse de réaction. Je pense que si vous avez des jeunes, j'ai des ados de 13 ans, là, moi, quand j'étais jeune, je voulais les choses tout de suite, là. Eux autres, ils veulent pas tout de suite, ils veulent tout de suite. Puis, c'est plus tout de suite que tout de suite. Puis, la vitesse de réaction est importante, puis il faut que les organisations, PME, grandes entreprises, aient une réponse à ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'adaptent. Puis, je travaille avec certaines entreprises américaines, puis je vais vous avouer que je suis toujours fasciné quand je tombe sur une compagnie qui l'a compris, puis qui automatise son marketing, puis qui le fait. Pas nécessairement des grosses boîtes, mais on le sent. C'est-à-dire que quand votre client vous appelle ou il va vous voir sur le site, puis vous recevez un appel, puis là, vous parlez de votre besoin, puis pendant que vous lui parlez, vous recevez un message dans votre inbox, il vous dit sur quel lien cliquer, qui vous amène à une démonstration en temps réel, puis qui vous dit, j'ai mon gars technique qui peut répondre à tes questions, t'es-tu disponible? Oui. T'es transféré tout de suite au gars, il te laisse pas tomber, là, puis t'as pas le temps de réfléchir puis de penser à ta réponse, il t'amène vers cette réponse-là, mais l'automatisation du marketing fait ça, mais la vitesse est importante, puis l'automatisation permet de gagner de la vitesse. Okay? Puis, celle-là, dans les raisons pour lesquelles l'automatisation, c'est important, je crois que c'est le plus important. Puis je pense que c'est l'élément, ici, qui va avoir une transformation la plus profonde dans les organisations. C'est un point important, qui est en même temps en partie philosophique, puis qui touche la culture des entreprises. Okay? Puis pour moi, c'est ça l'entreprise du futur. OK? Quel impact ça a de faire en sorte que les gens puissent avoir toute l'information qu'ils ont sur votre organisation, mais en plus de savoir que vos employés communiquent avec votre cible, communiquent avec des gens dans le marché, des amis qui vont dire des choses à d'autres gens, qui vont dire des choses à d'autres gens. On pouvait enfermer quelqu'un dans un bureau avant, puis s'assurer qu'il parle pas trop ou qu'il dise pas trop qu'est-ce qu'il pense à nos clients parce qu'il est pas heureux dans son travail ou quoi que ce soit. Il y a un décloisonnement de l'information entre votre entreprise
puis ce qui se passe sur le web. Puis l'impact est extrêmement fondamental, c'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est que ça donne une opportunité extrêmement importante aux PME. Il y a quelques années, une grande entreprise pouvait, à coup de campagne publicitaire, créer une perception sur sa marque qui faisait en sorte qu'on se disait que c'était le meilleur produit sur le marché. Quand il y avait énormément de PME qui offraient des produits, on le sait d'une certaine façon, qui étaient peut-être d'une meilleure qualité, mais qui n'avaient pas les moyens de créer cette perception-là dans le marché ou d'être reconnus de cette façon-là. À partir du moment où vos employés peuvent communiquer vers l'extérieur et que l'extérieur peut communiquer vers vous, peut vous rejoindre à partir du marketing inbound, vous vous retrouvez dans une réalité qui est complètement différente, où les perceptions perdent de l'importance puis la réalité en gagne. Puis c'est une bonne chose. Puis je pense que ça va transformer les organisations, c'est-à-dire que c'est plus suffisant d'avoir l'air bon. Il faut être bon. OK? La différence est là. Puis pour moi, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut travailler à être bon, puis en même temps à être vraiment ce qu'on représente vers l'extérieur. Je pense que les bonnes personnes en gestion de la marque, de toute façon, même dans la grande entreprise, c'est leur rôle de regarder c'est quoi, à quoi ça ressemble, c'est quoi les forces, c'est quoi qui distingue une grande entreprise de son concurrent. Puis c'est sur ces éléments-là qu'ils doivent baser la perception qu'ils vont créer à partir de leur campagne publicitaire. Sauf que là, dans le contexte actuel, ça se fait de toute façon. OK? Fait que pour les gens qui se posent la question, oui, mais est-ce que l'automatisation du marketing, puis est-ce que les médias sociaux, est-ce que je l'outsource? Vous pouvez en partie, mais certainement pas les éléments les plus critiques. Puis est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça tout seul dans l'entreprise? Non, c'est quelque chose qui doit, jusqu'à un certain point, être partagé par l'ensemble des gens dans l'organisation. Même les gens qui, dans mon cas, par exemple, des développeurs, sont en contact avec des développeurs qui travaillent dans d'autres entreprises, sont en contact avec des gens qui vont être exposés à notre entreprise. Fait que voilà. Pour moi, c'est un point qui est fondamental. Puis, non le moindre, je le mets en dernier, mais je sais qu'il intéresse personne. Je le sais, mais je le mentionne pareil, là, c'est que ça réduit les coûts, parce que vous pouvez imaginer le nombre de gens que ça prendrait pour faire manuellement le genre de tâches qu'il faut faire pour travailler de cette façon-là. Maintenant, quoi automatiser? Je voulais juste donner un exemple, un ensemble d'exemples de programmes, juste pour que ce soit un petit peu plus concret. J'ai mis quelques exemples de processus. Je vais passer rapidement là-dessus, mais juste pour essayer de le concrétiser dans vos têtes. Que ce soit des activités de calendrier parce que vous êtes un détaillant, ou que ce soit la gestion d'un événement, les gens s'inscrivent, on veut leur rappeler de venir, leur présenter des contenus, etc. Que ce soit des activités de vente croisée, il a acheté telle chose, ça veut dire qu'il pourrait peut-être être intéressé à telle chose. Par exemple, pour ceux qui vendent des télés, c'est connu que vous avez, je crois que c'est 3 jours. Je dis c'est connu, je connaissais le chiffre, mais j'ai pas une grosse mémoire sur ce genre de chiffre-là. Je pense que c'est 3 jours, peut-être 2. Jour où il semble que vous ayez la capacité, si quelqu'un jette une télé, de lui vendre des composantes qui vont autour, que ce soit le lecteur DVD, les fils à haute définition, etc., etc. Après ça, l'opportunité est passée. Fait que tout ce qui est marketing croisé, upsell aussi, fait partie de ce que vous pouvez automatiser. Les programmes de renouvellement, dans les cas où il y a des memberships ou des programmes de loyauté. La réactivation de clients. Vous avez un paquet de clients qui ont pas acheté depuis un bout de temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les ramener? À mesure que ces gens-là s'éloignent dans votre cycle de vente, vous pouvez les ramener. Des sondages, des concours, programmes de loyauté, génération de nouveaux prospects, suivi des clients actuels potentiels, gestion du cycle de vie du client, cycle de vente, etc., etc. C'est le genre de processus qu'il faut automatiser. Je vous montre très rapidement juste quelques exemples. Par exemple, vous avez un client régulier, puis parce qu'il est inactif dans ce cas-là, par exemple, 3 mois, il devient à risque. Un client qui est à risque, puis qui clique sur une offre, parce que vous lui envoyez un bulletin, par exemple, il faut que vous le sachiez, parce que vous allez être tenté d'y envoyer une offre agressive. Par contre, si à n'importe quel moment, il est à risque, puis il se remet à acheter, vous le ramenez comme un client régulier, parce que ça va bien. Vous pouvez vous décider de faire une campagne particulière pour ces gens-là. Donc, c'est un exemple de scénario d'automatisation.
qui suit le cycle de vie du client. Dans ce cas-là, c'en est un qui est plus lié à une activité tactique comme un concours, où vous pouvez attribuer des points à différentes choses que les gens vont faire pour les amener à gagner des points, à augmenter leurs chances de gagner, notamment s'ils réfèrent des amis, ils augmentent leurs chances. Bon, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites comme ça, mais il faut penser qu'il faut pouvoir avoir une structure qui va le gérer derrière. L'automatisation du marketing permet de faire ça aussi. Puis de gérer des processus qui peuvent être à ce moment-là extrêmement complexes, un peu comme des jeux de Lego, vous allez emboîter les uns par-dessus les autres. Maintenant, comment automatiser? À partir du moment où on sait qu'est-ce qu'on peut automatiser, puis pourquoi? Ça, c'est une belle image parce que y a-t-il quelqu'un qui peut deviner c'est quoi? Non? Vous n'avez jamais vu ça, hein? Ça ressemble à un gym, tu sais? Un outil de gym le soir à 11h, 4 paiements faciles. C'est la première calculatrice d'IBM. Opérée par quelqu'un de l'armée. Pas pire, hein? La démocratisation des pratiques. J'en ai parlé un peu au début, c'est que ce qui était disponible avant juste à la grande entreprise, au niveau de l'automatisation, est maintenant disponible à la plus petite entreprise. Vous aviez des solutions avant comme Unica, Primo, Teradata, qui étaient des solutions où ça coûtait extrêmement cher, puis il fallait développer des gros data warehouses, puis ces solutions-là étaient à peu près les seules solutions disponibles pour automatiser le marketing, puis c'était disponible uniquement à ceux qui étaient prêts à dépenser quelques millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez un paquet de solutions qui permettent de le faire à moindre coût pour amener une rentabilité dans la PME. Puis, quelles sont les activités? Parce que je parlais des processus, mais dans ces processus-là, vous envoyez des emails, vous regardez qui réagit sur le site web, bon, etc. C'est quoi les fonctions, les principales fonctions qui font partie de ces outils-là au niveau de l'automatisation en général? Puis je parle plus des solutions qui sont intégrées pour la PME puis qui fournissent l'ensemble de la fonctionnalité. Et parce que je donne l'exemple de What's Next, nous, on est au centre, on gère le processus, puis quand c'est le temps d'envoyer un email ou c'est le temps d'appeler, on envoie l'action à l'engin qui va envoyer le email, on envoie l'action à celui qui va appeler, mais notre solution n'intègre pas la fonctionnalité d'appeler ou d'envoyer le courrier électronique. OK? Mais il y a des solutions dans la PME qui sont complètement intégrées. OK? Donc, habituellement, vous allez retrouver l'intégration du email avec le site web. À ce moment-là, c'est quoi? C'est savoir que quelqu'un, à partir de votre email, a été sur votre site web puis qui est revenu après regarder, par exemple, la liste de prix parce que ça va vous donner une information intéressante sur le potentiel de ce client-là. La page de réception, j'ai inventé ça. C'est parce que c'est landing page, puis je savais pas comment traduire ça. Est-ce quelqu'un qui sait comment landing page, ça se traduit? Même l'Office de langue française a de la misère avec celle-là. Bon. Page d'atterrissage. Ouais. Page d'atterrissage, c'est bon, ça. Fait que c'est ça que je voulais voir. Fallait que je montre que j'ai fait un effort quand même. Donc, ça, c'est les gens cherchent, par exemple, dans Google ou peu importe sur le web. Ils s'intéressent à quelque chose de précis qui, pour vous, représente une partie de votre offre. Donc, c'est pas l'ensemble des produits, c'est pas à votre compagnie qui s'intéresse à un élément particulier. Donc, la landing page fait en sorte que vous pouvez traiter de cette partie-là de votre offre, que ce soit un produit ou un service, pour faire en sorte que quelqu'un qui cherche d'une façon précise cet élément-là atterrisse sur cette page-là, puis lui donne l'information qu'il a besoin avant qu'il puisse aller sur votre site web ou vous contacter. OK? Donc, ces outils-là intègrent la possibilité de les créer puis de les gérer, reliés à votre site web et au email. C'est-à-dire que s'il s'inscrit à ce moment-là, vous pouvez lui retourner un message. Le pointage, qui est lié, parce qu'en réalité, quelqu'un qui va sur votre page puis qui revient sur votre site, bon, c'est certain qu'il démontre un intérêt certain par rapport à celui qui arrive puis qui quitte après 3 secondes votre page puis qui revient pas. Celui-là, vous l'avez probablement perdu. Rapport et analyse. Bon, des rapports de base qui vous permettent de savoir ce qui se passe. Puis, il y a beaucoup de petits outils qui gèrent ces fonctions-là. Pourquoi je les ai mis en gros? Parce que c'est ce qu'on voit typiquement. Il y a des solutions qui vont plus loin puis qui intègrent aussi les fonctions de CRM, donc l'accès au profil de vos clients d'une façon centralisée, parce que pour la PME,
c'est quand même souvent, surtout dans le business-to-business, plus simple à exécuter la consolidation du data que si on parle du business-to-consumer ou que si on parle de la grande entreprise. OK? L'intégration aussi avec le e-commerce, les outils pour le support client, le SEO, donc l'optimisation de tout ce qui est engin de recherche pour que les gens puissent vous trouver à partir d'une requête sur Google, les blogs, puis etc. Donc, il y en a qui vont plus loin. Donc ça, c'est au niveau du contenu des solutions intégrées. La centralisation de l'information, c'est le modèle le plus connu. Fallait que j'en parle parce que moi, je pense que c'est un modèle qui est amené à mourir. Je pense qu'il est encore viable pour la PME parce que la quantité d'informations est encore peut encore être contrôlée. Mais moi, je pense que c'est un modèle qui est voué à mourir. C'est pour ça que j'ai lancé What's Next. C'est que vous avez le profil du client au centre, puis les outils autour. Donc, que ce soit bon, ici, dans le cas, vous reconnaissez Twitter, mais bon, les médias sociaux, le e-commerce, le site web, le email marketing, le centre d'appel, le mobile, bon, etc. Puis, les outils qui vous permettent d'automatiser les processus dépendent aussi de ce data-là, de ces profils-là. Okay? Donc, vous avez une dépendance directe des deux éléments ici. Puis là, la faiblesse, c'est le maillon faible dans la chaîne, pour moi. Pour moi, l'architecture de l'avenir, c'est la décentralisation de l'information. C'est de laisser l'information autour, de centraliser le processus, donc l'état du client à tout moment, puis que les bases de données qui vont contenir une partie de l'information centralisée, mais jamais la totalité, se retrouvent comme un élément qui apporte de la valeur autour. Mais il n'existe pas une dépendance directe parce qu'on est capable d'exploiter l'information qui est dans toutes ces applications-là sans les avoir amenées ici. Puis ça fait du sens parce que vous avez, dans un environnement centralisé, beaucoup de problèmes. Que vous soyez dans la PME ou dans la grande entreprise, je dirais qu'ils se multiplient dans le business consumer et se multiplient plus votre entreprise grossit. Fait que je ne passerai pas trop de temps là-dessus parce que je ne crois pas que vous soyez dans une position où vous avez ce problème-là aujourd'hui. OK? Mais la réalité, c'est quand même que vous avez de l'information ici qui est utile à plus long terme. Ce que le client a acheté, il a quel âge, bon, c'est l'information démographique, son adresse, etc. Mais vous avez beaucoup dans un environnement comme ça d'informations qui doit être automatisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valeur à long terme. Donc, si la personne a cliqué, pas ouvert, pas ouvert, un message, il faut que vous puissiez réagir immédiatement à ça. Si vous ne réagissez pas immédiatement, ce data-là n'a plus de valeur le lendemain. Donc, ça ne sert à rien de le stocker. Il faut agir dessus, mais ça ne sert à rien de le stocker. La seule utilisation que vous pouvez en faire de le stocker, c'est simplement d'avoir des rapports qui vous permettent de savoir ce qui marche pas. Ça, c'est possible de le faire sans avoir stocké l'information dans un data warehouse. Fait que, pour moi, le stockage du data n'est pas un élément qui devrait être critique en 2012. OK? Surtout pas l'historique. Il y a un tel nombre de transactions dans une organisation que l'historique de ce qui se passe dans ces bases de données-là peut être refait en quelques mois seulement. J'ai cette discussion-là avec des gens, peu importe la taille des entreprises, en disant, oui, bien, notre historique des 3 dernières années, ce qui est arrivé dans nos transactions, tout ça. Tes clients, dans cette entreprise-là, si tu calcules l'ensemble des interactions que tu as avec eux, ça te prendrait combien de temps à rebâtir un historique qui va te donner l'information que tu as besoin? 3 mois, 4 mois? Fait que pourquoi est-ce qu'on stockerait l'information des 3 dernières années? L'analogie que je donne souvent, c'est comme mettre toutes ces factures dans un sac vert, puis après 3 ans, décider qu'on s'achète un classeur. Là, on a 2 solutions. On prend les factures d'Hydro-Québec, de Bell qui rentrent, puis on les classe, ou on classe notre sac vert. Moi, je suis le genre de jeter mon sac vert d'un vidange puis de commencer à classer mes factures. On le sait qu'on y touchera jamais. Ou peut-être au cas. Ah bon. C'est la philosophie que j'ai par rapport à l'automatisation du marketing. Ça prend très peu d'informations et de l'information qui est habituellement relativement récente. Quelques fournisseurs. Je pense que c'est une erreur. What's Next est en bold, mais c'est une erreur. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai mis à la fin, mais nous, on est plus vers soit la plus grande PME
ou le mid-market ou la grande entreprise. On est moins vers la petite PME. Mais je les ai mis un peu en ordre en passant. Les premiers que vous voyez, pour ceux qui sont de 10 et moins, c'est les fournisseurs qui offrent des solutions pour la très petite PME. Marketo et Eloqua, vous grimpez un peu, puis les autres sont à peu près des concurrents de cette catégorie-là de produits. En passant, Marketo, Eloqua et HubSpot, je dirais que ces trois-là sont les trois leaders dans leur catégorie. Okay? Si vous êtes moins de 10 employés, je vous dirais que HubSpot, c'est un bon... Puis là, je le fais candidement là, parce que je connais le marché. J'ai rencontré le président d'HubSpot au MIT en passant, un bon bonhomme. Puis, vous avez un paquet de solutions comme ça. Ça, c'est le top 10 là, à peu près. Okay? Tous basés sur la centralisation de l'information, sauf le dernier. Just by the way. OK. Soyez agile. Ça, c'est pour répondre à votre question. L'agilité. Oubliez les plans quinquennales, oubliez la planification à long terme, oubliez la planification à moyen terme. La vitesse à laquelle ça évolue vous permet pas de le faire. Puis, pour les gens qui connaissent un peu le développement technologique, y a-t-il des gens qui connaissent le développement technologique? Qui sont en technologie? Ouais. Ben, vous connaissez à ce moment-là la programmation agile, qui est une méthode qui a été mise en place justement dans le développement technologique pour remplacer la gestion à long terme. Parce que quand on développe une solution, le problème, c'est qu'on peut avoir une vision de ce qu'on veut que ce soit, par exemple, dans quelques années. 5 minutes. Puis, on développe un plan qui va nous amener là, puis qui s'étale sur 5 ans, par exemple. Ou sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, comme on est dans un environnement qui est beaucoup plus dynamique que ce que c'était il y a plusieurs années, ben ce plan-là, il se réalisera pas parce que le besoin va changer. C'est un moving target. Fait que l'important, c'est d'avoir une idée de où vous voulez aller. Puis la méthode agile, parce que c'est ce que je propose ici, c'est ce qu'on appelle du marketing agile, c'est ce qu'on fait, c'est d'être extrêmement itératif. Puis pour répondre à ta question, c'est ça qu'on propose. C'est-à-dire compter 1 mois à la fois. Chez nous, on fait des cycles de 3 semaines en passant. Comptez 1 mois du début au lancement d'un projet, puis attendez-vous à ce que relativement rapidement, vous allez avoir votre retour sur votre investissement. Si quelqu'un vous dit que ça prend 1 an, 2 ans, ayez des doutes. OK? Parce que c'est trop long dans notre univers. C'est beaucoup trop long dans notre univers. Fait que ces itérations-là, ce qu'ils vous permettent de faire, c'est 1 mois, vous avez un retour sur investissement qui ne sera pas nécessairement le plus extraordinaire, mais qui fait le travail, puis sur lequel vous allez ajouter une autre itération, une autre itération, une autre itération, pour bâtir quelque chose de solide. Mais à chaque itération, vous avez la possibilité de reprioriser, de vous poser la question, OK, c'est quoi que j'ai besoin maintenant? Donc, découpez-le en petits morceaux. Pour ceux qui connaissent Sun Tzu, The Art of War? The Art of War? C'est fascinant, lisez ça, c'est incroyable. Je vous le dis, ça a été écrit il y a un bon bout de temps, puis vous appliquez ça au monde des affaires, puis vous vous dites, coudonc, ça aurait fait un bon entrepreneur. Ce que Sun Tzu disait, c'est, puis je le dis parce que vous êtes des gens de PME en plus, ça fait du sens, il n'y a pas d'armée assez grande pour qu'on ne puisse pas la conquérir. La seule question qu'il faut se poser, c'est en combien de morceaux il faut la découper. Puis ce que Sun Tzu faisait, c'est qu'il allait attaquer les camps où il y avait quelques soldats, puis il était très rapide, il attaquait le camp, puis il se sauvait, puis par le temps que la grosse armée se déploie, puis vienne, puis tout le kit, il était trop tard, il était rendu sur un autre petit camp. C'est une belle analogie pour expliquer le fait que l'agilité pour une PME, c'est un actif, puis profitez-en, vous avez cet actif-là entre les mains. Okay? C'est mon dernier. Fait que c'est pas pire, je vais rentrer dans mon temps. Il y a des gourous partout. OK? Moi, j'en cherche des gourous. Il n'y en a pas tant que ça. Soyez prudents. Okay? Surtout dans la PME.
Soyez prudents. Il y a des gens qui sont très bons, en passant, qui savent vraiment de quoi ils parlent, mais on est au début de la course. Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré qu'ils ont développé une certaine expertise, ils l'ont pas vraiment essayé ou ils l'ont pas multiplié, ils l'ont pas essayé souvent, ils l'ont pas. C'est pas facile. Là, ça paraît facile, il y a des solutions clés en main, mais même pour HubSpot, pour avoir parlé avec le président, leur problème, c'est qu'ils ont une solution clé en main qui est relativement simple, mais même dans ce contexte-là, le support que leurs clients demandent à cause du manque d'expertise à l'interne dans la PME est tellement grand que ça crée un stress sur sur la rentabilité de l'entreprise. Là, ils sont en acquisition, ça paraît moins, puis c'est acceptable, mais rapidement, il faut qu'ils trouvent des mécanismes qui vont permettre de simplifier la solution puis d'améliorer le support avec un minimum d'interaction de l'autre côté, parce que il y a un problème de rentabilité là, qui est grave si on ne résout pas cette problématique-là. Fait que je vous raconte ça pour vous dire que c'est quand même pas simple. Fait que si vous embarquez là-dedans, qui à mon avis est nécessaire, soyez itératifs et réalistes, commencez sur des processus simples, puis grandissez là-dedans. C'est la meilleure façon de le faire pour le rentabiliser. Si vous faites un plan sur une longue période, vous allez être déçu. Les chances sont que vous allez être déçu. C'est ce que je veux dire. OK? Fait que c'est mon conseil par rapport à ça. Puis, non, il m'en restait un. Je vais dépasser d'une minute, ouais? C'est correct, hein? Ouais. Sauvez-vous pas. C'est mon petit dernier. Le retour sur l'investissement. Comme je vous disais, vous pouvez aller le chercher à relativement court terme. Ces outils-là, Software as a Service, sont assez peu coûteux. C'est souvent un mensuel en fonction de la taille de vos bases de données, tout ça. Donc, c'est des solutions qui sont abordables. OK? Fait que vous pouvez faire des tests, puis ça va avoir peu d'impact sur votre bottom line en termes de coût. Là, c'est pas un gros projet. C'est pas comme implanter un ERP ou un système comptable. C'est ça que je veux vous mentionner. Vous pouvez commencer avec quelque chose de beaucoup plus petit que ça. Puis pourquoi j'ai mis Albert Einstein là, c'est que si vous commencez sur les médias sociaux, sachez que ça va vous prendre un minimum de 3 mois avant de sentir une traction ou sentir que vous avez un impact. Donc, ça va prendre du temps avant que vous voyez les bénéfices de ça si vous interagissez, vous, sur les médias sociaux. Donc, c'est pas vrai que en dedans d'un mois et demi, vous allez avoir votre rentabilité partout. Ça dépend du projet que vous choisissez. Commencez par les processus que vous connaissez. Mais ça vaut la peine de s'impliquer, parce que le web, c'est le futur. Puis, ce que Einstein disait à ce niveau-là, c'est que tout ce qui... Je vais essayer de bien la dire. Je me suis pratiqué dans ma salle de bain. Non, c'est pas vrai. Tout ce qui se compte ne compte pas nécessairement, et tout ce qui compte ne se compte pas. C'est pas pire? Fait que c'est vrai pour le web, c'est-à-dire que vous allez faire des choses qui vont prendre un certain temps. Découragez-vous pas. C'est un apprentissage, mais dites-vous que c'est un apprentissage pour tout le monde, puis vous devez passer par là. C'est bien de commencer aujourd'hui, parce que vous devez passer par là. Dans 1 an, 2 ans, vous allez juste être rendu plus loin que votre concurrent. Fait que, voilà. Je vous souhaite bonne chance. Merci.